Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce 79e webinaire Parlons RH. Je suis Manon Consul, Content Manager chez Parlons RH et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un expert invité en la personne de Christophe Coriol qui est Key Account Manager chez Pixid pour parler du sujet du jour qui est comment réconcilier recrutement et chiffre d'affaires. Bonjour Christophe. Bonjour Manon, bienvenue. Bonjour à tous. Merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Alors, juste avant de te laisser la parole pour que tu puisses te présenter et nous présenter Pixid également, quelques mots sur le sommaire et les modalités du webinaire. Alors, ce webinaire durera 45 minutes, comme tous les webinaires par RH d'ailleurs. Et il sera composé de 3 temps forts. Donc, dans un premier temps, on verra un petit peu ce qui se cache derrière le sujet du jour, comment réconcilier recrutement et chiffre d'affaires. Dans un deuxième temps, on verra pourquoi c'est un sujet important aujourd'hui pour vous, pour la fonction RH. Et enfin, on verra les champs d'application, les solutions qui peuvent être mises en place pour réconcilier ces deux, ce recrutement et ce chiffre d'affaires. Je vous invite également à utiliser la boîte à questions et le chat. Donc, dans un premier temps, vous pouvez utiliser le chat pour vous présenter, nous dire un petit peu qui vous êtes, ce que vous faites, dans quelle entreprise vous travaillez, etc. Et puis, en revanche, si vous avez des questions à poser à Christophe, je vous invite à utiliser plutôt la boîte à questions qui se trouve juste en bas de l'onglet chat, puisque c'est là qu'on viendra piocher les questions tout au long du webinaire. Il me semble que j'ai fait le tour pour les modalités. Donc, Christophe, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais, et puis nous présenter Pixid également? Avec plaisir. Donc, Christophe Coriol, je travaille pour la société Pixid depuis un peu plus de 4 ans. Pixid qui est un éditeur de solutions RH, de solutions digitales, qui vont permettre aux entreprises de recruter, en particulier dans des contextes de flexibilité. Donc, je vais vous en dire plus. Qu'est-ce qui t'intéresse, Manon, pour nous découvrir? Et moi, j'ai plusieurs petites questions. Déjà, quand je vois cette slide de présentation, mon regard est tout de suite attiré par les 205 000 clients. C'est assez impressionnant. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce chiffre? Oui, tout à fait. Effectivement, le chiffre de 205 000 pour la France est assez important et représentatif de la couverture du marché que nous avons. Donc, pour l'historique, Pixid est une société qui a maintenant 19 ans, donc ça ne s'est pas fait effectivement en un jour. Et ce que ça indique derrière ce chiffre-là, c'est que nous travaillons avec toute taille d'entreprise. Donc, nous avons différents types d'offres et de mise sur le marché de ces offres. Des solutions dédiées aux grands comptes que nous commercialisons en direct. Et en fait, finalement, le chiffre est largement inférieur à 200 000 puisque nous avons 200 clients entreprises en direct, fournisseurs qui répondent à ces entreprises, nous avons environ 700. Et ensuite, l'équipement se fait au travers d'offres indirectes qui sont mises sur le marché par ces fournisseurs. Donc, ça nous a permis, avec cette stratégie, de pouvoir répondre aussi bien à une toute petite entreprise de quelques employés, mais qui a des besoins, qu'aux grands groupes et aussi à tous les secteurs de marché. Super, merci. Donc, pour résumer, il y a 205 000 clients, entreprises, toutes tailles confondues aujourd'hui qui utilisent Pixid. Exactement. Très bien. Autre petite question par rapport à un autre chiffre présent sur cette slide qui est le 42% du marché de l'intérim. Donc ça, c'est ce que vous représentez. Mais est-ce que vous avez aussi des solutions pour d'autres types de contrats? Oui, tout à fait. Donc effectivement, ce chiffre de 42%, pour lui donner encore une fois un peu de contexte, ça représente 350 000 emplois à temps plein qui sont aujourd'hui encadrés, signés dans la plateforme Pixid au quotidien, sur un marché de l'intérim de 750 000 emplois. Donc c'est sur cette partie-là, et c'est de là que nous venons, on pourra approfondir plus tard dessus. Dans la continuité de cette offre de recours à des ressources flexibles et en urgence que Pixid s'efforce de simplifier pour ses clients
depuis 18 ans, nous avons été complétés par des solutions autour de la captation de candidats, donc toujours en urgence, mais sur d'autres modalités de contrat, donc le CDD, le CDI. Et pour remettre ce chiffre de 750 000 emplois à temps plein en intérim, le marché du CDD en France aujourd'hui, c'est plus de 2 millions de CDD qui sont signés par an sur le marché. Donc c'est une grosse partie de vos recrutements finalement. L'intérim plus le CDD, le contrat flexible plus le freelancing, ça représente quasiment 90% des recrutements en France par an. Alors bien sûr, on a 15 à 17 millions d'emplois CDI, mais qui sont plus stables, donc sur lesquels les besoins à proprement parler de recrutement sont moins importants. Et la promesse de Pixid, ou les solutions proposées par Pixid, est d'accompagner ses clients dans ces contextes de volatilité, d'urgence, d'aider les clients à capter du candidat et possiblement les meilleurs candidats. Merci Christophe. J'ai une dernière question avant qu'on puisse rentrer un petit peu dans le vif du sujet en parlant de recrutement de chiffre d'affaires. Pareil, sur la présentation, je vois 250 collaborateurs, 36,4 millions de chiffre d'affaires en 2022. Moi, ma question est la suivante. Est-ce que vous êtes présent sur le marché français ou seulement, ou ouvert à l'international? Ouais, alors effectivement, on va continuer la présentation, mais alors, nous sommes une entreprise française qui avons démarré sur le marché français, mais depuis maintenant 7-8 ans, nous nous internationalisons. Donc, nous avons effectivement, d'ailleurs, on ne va pas s'arrêter dedans, mais des changements d'actionnaires. Nous sommes un groupe indépendant de tout acteur du recrutement et avec une stratégie d'internationalisation. Nous avons par croissance externe, par acquisition, aujourd'hui des filiales en Angleterre, aux Pays-Bas, en Belgique, d'éditeurs aussi de solutions de sourcing RH, dans la même philosophie, pas tout à fait la même solution que Pixid, mais dans la même philosophie de vous aider à ramener des candidats. Ça nous a permis aussi de développer une solution européenne aujourd'hui qui répond, qui peut couvrir tous les marchés de l'Union européenne. La solution est traduite en 9 langues et nous aurons en 2023 l'Amérique du Nord avec les premiers recrutements et le développement de la solution pour les États-Unis. Donc c'est effectivement le marché français reste le cœur de l'activité. Nous avons 22 millions sur les 36 millions qui sont réalisés en France. Mais comme vous pouvez le voir, c'est déjà plus d'un tiers du chiffre d'affaires qui est réalisé en dehors de France. Merci Christophe. Merci pour cette présentation de Pixid qui nous permet aussi de savoir, de comprendre un peu mieux pourquoi tu es présent aujourd'hui pour nous parler du sujet du jour. Donc on le sait, le recrutement, ça coûte cher. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, alors on voit effectivement à l'écran le coût d'un recrutement, mais aujourd'hui, et comme on va relier ce coût-là à votre activité en entreprise, à votre activité de recrutement, on pourrait dire, le recrutement coûte cher, mais surtout le manque d'efficacité opérationnelle en production ou en activité coûte encore plus cher. Donc on va essayer d'avoir toujours effectivement ce regard entre le coût d'un recrutement, le temps qui est investi, les outils pour, mais aussi le coût d'un non-recrutement, d'un recrutement raté. Donc si on revient sur le coût d'un recrutement, on vous a annoncé, on a ce chiffre moyen de 10 000 euros. Il peut se constituer de différentes manières, surtout avec différentes approches. Il peut être internalisé. Vous avez des équipes RH qui vont se consacrer du temps à recruter, à appeler. Tout va être internalisé, va organiser les entretiens, vont faire passer les tests d'évaluation. Comme vous pouvez aussi externaliser cette prestation à des cabinets qui finalement prendront à leur part 50-70% de la réalisation des tâches, bien qu'à la fin le recrutement devra être fait par l'entreprise qui recrute. Et on connaît les tarifs des organismes, des cabinets de recrutement, peut être 10%, 15%, 20%, voire 30% sur des profils très rares de direction par rapport au salaire. Sur des recrutements plus volumiques, plus en chaîne, on va avoir des forfaits. Vous pouvez avoir, si vous avez un cabinet qui recrute 50 commerciaux du même profil, va pouvoir mettre en place des mécaniques avec des automatisations permettant de faire baisser ces prix-là. Mais ouais, c'est pour ça qu'on peut estimer, mis bout à bout, les différentes charges, les différentes approches, à 10 000 euros ce coût de recrutement. Et encore une fois, ça peut être très variable et ils peuvent être dépensés de différentes manières, ces milliers d'euros. Très bien.
Du coup, pour revenir au sujet du jour qui est réconcilier recrutement et chiffre d'affaires, pour faire ça, justement, ces 10 000 euros, est-ce qu'il faut plutôt les faire baisser ou autre? Dès qu'on parle de chiffres, effectivement, en direction, en entreprise, on regarde comment on peut faire baisser les chiffres de dépenses. Donc, la question, elle est assez naturelle. Mais effectivement, un petit peu comme je le disais en introduction, c'est est-ce qu'on les fait baisser, est-ce qu'on les optimise? Et on va mettre en regard, en perspective, un nouveau chiffre qui vient de s'afficher, qui est un chiffre fourni par la DARES, facilement vérifiable, c'est qu'un tiers des recrutements aujourd'hui réalisés en CDI amène à une démission du fait du candidat dans la première année. Donc, quand on a ce taux d'échec, finalement, de mismatch, on peut se demander si réellement on a intérêt à baisser ces 10 000 euros ou à, au contraire, les augmenter, ce coût de 10 000 euros, ou alors à les optimiser pour faire baisser, pour améliorer cet indicateur d'un tiers d'échec. Parce que ce qu'on peut mettre en regard de un tiers d'échec, on a un autre chiffre fourni par la DARES, le coût d'un recrutement raté, donc de ces tiers de recrutement, c'est 50 à 100 000 euros pour l'entreprise qui avait recruté. Entre les frais de recrutement qui ont été réalisés une première fois, qui sont réalisés une deuxième fois, le temps qui a été employé par les collaborateurs qui ont participé à l'intégration du candidat, le poste qui n'est pas occupé pendant un certain temps, ça va amener à des coûts qui sont largement supérieurs à ce qui a été investi au départ dans le recrutement. Donc, ça milite pour répondre plutôt, ne baissons pas ce coût de 10 000 euros, investissons-les, et on va pouvoir approfondir dans la suite du webinaire, mais investissons-les au mieux, voire même dans une stratégie d'entreprise. Pouvons augmenter ce coût-là à partir de quand on mesure l'efficacité. Tout va être là de regarder, est-ce que finalement je fais baisser mon taux de turnover et je garde les candidats. À savoir qu'en France, ils sont intéressants ces chiffres parce que le recrutement, c'est pas une ligne budgétaire comme les autres. C'est une dépense qu'on constate a posteriori. J'ai dû dépenser par rapport à mes effectifs ou par rapport à mon recours à des prestataires extérieurs, 1 million d'euros dans l'année pour recruter mes 100 commerciaux. Et c'est pas, j'ai 100 commerciaux à recruter et j'ai 1 million d'euros pour les recruter. Quel est mon plan d'action? Et à la limite, si j'en ai recruté que 90, je m'arrête. Si j'en suis à 110, je réinvestis. On est plutôt dans du constat a posteriori que dans de l'investissement budgétaire par rapport à une stratégie. Même si, encore une fois, c'est un peu caricatural, puisque les nouvelles méthodes RH et l'investissement des services RH sur la partie recrutement ou de leurs prestataires ont permis de mettre en place comme ça des stratégies plus dynamiques, plus actives par rapport à ces aspects-là. Merci Christophe. Je prends une question à la volée, même si on n'est pas sur la pause de questions, mais puisqu'elle est liée à cette slide, et c'est une question intéressante de Leïla qui demande, pour revenir à ces 10 000 euros, est-ce que ce sont vos propres coûts de recrutement ou c'est un chiffre qui est plutôt issu d'une étude? Alors, effectivement, c'est plus du constat empirique. Alors, si je parle de mon expérience, moi, j'ai recruté. Aujourd'hui, nous proposons une solution. Nous ne recrutons pas, nous donnons les moyens aux entreprises ou aux cabinets qui recrutent de se mettre en relation et de s'échanger des candidats. Le coût de 10 000 euros, comme vous voyez, c'est un coût moyen. Vous pourriez dire que pour y reprendre que 10 à 15% de la rémunération brute annuelle d'un candidat va être le coût global du recrutement. Plutôt comme ça qu'aujourd'hui on arrive plutôt sur un constat de marché avec l'ensemble des professionnels sur ce chiffre-là. C'est plutôt une moyenne. C'est une moyenne, oui, complètement. Et c'est une moyenne et qui va pouvoir être très variable selon les secteurs. On y reviendra aujourd'hui si vous recrutez dans des secteurs ultra pénuriques comme les secteurs IT. Ce coût-là, comme l'informatique, va largement augmenter. Si vous êtes sur des recrutements de profils moins qualifiés, avec une très forte attractivité et que vous avez pu massifier votre démarche de recrutement, vous allez pouvoir le faire largement baisser. Merci Christophe. Et par rapport au mode de recrutement, il en existe
un panel. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet? Voilà, comme on venait effectivement de l'aborder, et on l'approfondira plus tard, mais il existe différentes manières de recruter. Déjà, quand vous voyez sur la slide la partie de gauche versus la partie de droite, vous avez qu'est-ce que je fais en interne, ou alors est-ce que je pars directement en externe et que je m'appuie sur des fournisseurs, prestataires, partenaires pour réaliser ces tâches de recrutement. Donc de fait, votre coût d'acquisition, en le déléguant, va vous être facturé. Vous rentrez dans les mécanismes, comme on a parlé des cabinets de recrutement, qui vont vous demander un pourcentage de la rémunération annuelle ou un coût forfaitaire de plusieurs milliers d'euros pour réaliser le recrutement, mais qui vont vous économiser, par exemple, de payer les job boards, tout ce que vous voyez sur la partie gauche, de payer vous-même les job boards, de vous équiper d'un logiciel de gestion des candidatures, d'investir du temps pour comprendre les fonctionnements des réseaux sociaux. Donc, tout ça va être un équilibre entre votre capacité à gérer en interne mais aussi l'efficacité à faire appel à des prestataires en externe. Les prestataires en externe, eux, sont souvent spécialisés, donc ils vous feront payer leurs prestations, mais ils auront aussi des techniques pour automatiser, améliorer et voire même accès à certains viviers de candidats que vous mettriez des années à pouvoir atteindre. Donc tout va être une question d'équilibre. On le verra aussi une question de temporalité. Est-ce que j'ai besoin d'un candidat pour demain parce qu'il faut absolument que la tâche soit réalisée, ou est-ce qu'au contraire j'ai 6 mois pour recruter, auquel cas je vais pouvoir faire le choix de recruter par moi-même si j'ai du temps, alors que je ferai appel à l'externe si j'ai moins de temps. De la même manière, si j'ai des besoins qui sont extrêmement volumiques, si je dois recruter 50 personnes sur un temps moyennement court, de la même manière, je ferai appel à des prestataires extérieurs pour venir m'aider. Alors moi, j'ai deux petites questions. Avant de prendre les questions de l'audience, donc effectivement, j'en profite pour vous rappeler que si vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir pour le moment, n'hésitez pas à utiliser la boîte à questions qui se trouve juste à côté de l'onglet chat, comme ça on pourra y répondre juste après. Je vois d'ailleurs que certains d'entre vous l'utilisent déjà, donc merci beaucoup. Christophe, par rapport justement à ces différents modes, méthodes de recrutement, etc. Je suppose que, première question, ça doit différer selon les secteurs d'activité, selon les métiers, et puis aussi, dans un deuxième temps, selon les pays. Ok, ouais, effectivement, alors on l'a un peu dit, donc on a deux, trois questions. Une, je vais les prendre tour à tour, l'une par secteur d'activité, deux par métier, deux, trois par pays finalement. Par secteur d'activité, sur le marché français, clairement, il y a des tendances qui sont marquées. Si on parle là de ces recrutements flexibles, encore une fois, on a dit que 90% des recrutements en un an, certains secteurs d'activité vont se tourner majoritairement vers le CDD, les CD pratiques, par exemple la restauration, l'événementiel, le médico-social. Vous avez une pratique aussi bien des employeurs, même quand ce sont des petites structures comme un restaurant, que leur personnel, qui est de contractualiser en direct. Et d'ailleurs, ils ont rapidement été accompagnés par des solutions technologiques, des plateformes, qui ont mis en place des solutions de mise en relation, de signature de contrat. La technologie est rapidement venue à leur service pour permettre cette contractualisation en direct. D'autres secteurs d'activité, au contraire, passent par les bénéfices, mais aussi les coûts qui vont avec, de l'intérim. Vous allez avoir la logistique, le secteur du BTP et l'industrie, qui est encore le plus important en France, qui vont plutôt s'adosser à ce modèle-là de recrutement, ce qui va leur permettre d'avoir beaucoup de candidats et de profiter de la flexibilité, mais en la déléguant à leurs prestataires, d'avoir un encadrement juridique aussi qui est délégué, parce que attention, tous ces contrats courts, et en particulier, heureusement, sur le droit du travail français, protègent les travailleurs, protègent les employés, et ce sont donc des contraintes à respecter pour l'employeur. Donc quand vous recrutez en CDD, vous êtes l'employeur et tout le respect de la législation vous incombe, alors que lorsque vous le déléguez à des agences de travail temporaire, vous leur laissez une grosse partie de la responsabilité sur ces sujets-là. Ensuite, il y a d'autres bénéfices, comme le fait de pouvoir avoir des candidats potentiellement
mieux évalué, qualifié, parce que vous le laissez faire à votre prestataire. Mais en revanche, vous aurez le coût à partager lorsque vous aurez ce coût à lui laisser pour cette prestation qu'il réalise pour vous. Donc clairement, il y a des secteurs qui sont différents. Je vais commencer à répondre à la deuxième étape des métiers. Souvent, plus vous allez monter malgré tout vers certaines qualifications rares, plus vous allez avoir intérêt à vous faire aider, voire même justement à diversifier vos canaux. C'est-à-dire que si je recherche un informaticien, aujourd'hui sur le marché, sur un marché où il y a vraiment une pénurie de talent, vous avez intérêt à vous tourner vers tous les canaux d'acquisition. Avoir une politique dynamique en CDI, en CDD, d'aller voir même des prestataires qui vont juste vous vendre des heures de la régie type ESN et des cabinets de recrutement spécialisés, voire même effectivement de l'intérim. Donc, sachant qu'aujourd'hui, vous retrouvez même des profils qualifiés en intérim. On a aujourd'hui des directions juridiques avec des juristes qui préfèrent ne pas s'engager. On a aussi une évolution du profil du candidat avec certains candidats qui préfèrent être sur un mode flexible, même s'ils auraient des dizaines de propositions en CDI pour leur type de poste. Donc, en termes de type de métier que vous allez qualifier, plus vous aurez intérêt à jouer, donc rare, plus vous aurez intérêt en tant que recruteur à jouer sur les différents canaux d'acquisition. Et enfin, sur l'aspect international, il y a des grosses différences. J'ai un peu donné une partie de la réponse, c'est qu'en France, on a un cadre légal qui fait qu'on va avoir besoin, en tant que recruteur, potentiellement sur des contrats plus flexibles, de s'adosser à des professionnels, quand d'autres marchés plus libéraux, à titre d'exemple l'Angleterre, qui est le marché le plus libéral en Union européenne, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à prendre du freelancing, de la sous-traitance, à utiliser le même candidat sur un contrat en direct que sur un contrat de prestation. Et finalement, on peut voir par rapport au positionnement Pixid, qui est de proposer à ses clients les différents canaux d'accès aux candidats et les différentes typologies de contrats pour leur faire participer à votre activité, que ces pays plus libéraux sont beaucoup plus avancés sur cette démarche de Total Workforce Management ou de Total Talent Acquisition, donc vraiment de mise en réseau de toutes les possibilités. Quand sur le marché français, on a encore un marché qui est un peu plus siloté, qui est un peu plus segmenté, mais quand même avec une tendance, parce que les candidats le demandent, avec une tendance à l'ouverture un peu et à la perméabilité entre les différents canaux. Merci Christophe. Tout à l'heure, quand tu parlais des différents secteurs, tu as dit que dans certains secteurs, le CDD était très souvent privilégié, notamment dans la restauration, l'hôtellerie, etc. Je me permets de faire le lien avec une question de Jocelyne qui demande, qui dit que les marchés évoluent, qu'il y a des nouvelles normes, des nouvelles contraintes pour les entreprises. Est-ce que ça ne fait pas que le CDD et l'intérim sont souvent le seul choix possible pour les entreprises? Effectivement, beaucoup de choses évoluent. Alors en France, par rapport à cette question, on peut prendre plusieurs angles. En France, on a plutôt un marché et une législation qui aurait tendance à encourager le CDI. Donc on a parlé de coût pour la partie externalisation de la prestation, mais il y a aussi un coût du contrat court en France. Au niveau fiscal, il y a quand même une pression sur le contrat court, qu'il soit d'intérim, qu'il soit en CDD, qui doit encourager à recruter en CDI. Donc ça, c'est plutôt le contrat social, réglementaire, qui est en vogue en France. Maintenant, vous dites aussi, il y a d'autres impacts. En France, dans une entreprise, on dépasse 50 employés, on doit mettre en place certaines mesures, alors que si vous êtes dans le cadre de prestataire d'intérim, vous n'allez pas avoir à mettre en place ces choses-là. Donc oui, dans ce sens-là, il y a aussi beaucoup d'avantages à faire appel à ce type de contrat. Il y a aussi la compétitivité des entreprises. On a parlé d'activité, mais c'est aussi la fluctuation de l'activité. Que si vous avez des employés permanents, vous pouvez difficilement faire appel à des chômages techniques, à des débrayages. Alors, la modulation du temps de travail commence à se mettre en place. On n'entre pas dedans aujourd'hui parce que c'est moins le recrutement, mais
Il y a de la flexibilité qui se met en place pour les organisations, même avec leur CDI, mais ça reste quand même assez lourd à gérer et c'est pour ça que les contrats flexibles sont très utilisés en France. Et aussi, comme on l'a dit, et de plus en plus, les candidats, les employés cherchent cette liberté, cherchent les avantages qui sont liés à la flexibilité. Merci Christophe pour ta réponse. Merci également Jocelyne pour votre question. Pour rappel, n'hésitez pas à utiliser la boîte à questions tout au long du webinaire. Pour l'instant, je vous propose de passer à la deuxième partie. Donc, on a vu que le recrutement coûtait cher, qu'il existait aussi différents modes de recrutement. Je vous propose maintenant de voir comment piloter ces différents modes de recrutement pour maîtriser les coûts. Donc, Christophe, à toi l'honneur. Ouais, alors, on reste un peu toujours dans la continuité sur ce schéma. Alors, vous pouvez voir, on aurait pu le mettre en perspective avec d'autres échelles encore, mais on a positionné les différents dispositifs par rapport à deux réalités. L'une qui va être le délai, l'urgence, parce qu'encore une fois, nous, on pense que dans la flexibilité, il y a justement aussi cette adaptation et dans les différents dispositifs, ça doit être la façon d'optimiser ces 10 000 € dont on parlait au départ, ce coût d'acquisition du candidat, c'est d'utiliser le bon dispositif par rapport à la temporalité. Donc on peut voir de gauche à droite, lorsque vous êtes face à une échelle de temps courte et que vous devez réagir dans l'urgence, et le type de dispositifs qui vont être plutôt à privilégier, vous pouvez mettre en place, alors que plus vous allez avoir de temps, plus vous allez pouvoir vous adosser à d'autres dispositifs, plus internalisés, plus optimisés dans le sens où vous allez pouvoir mutualiser, vous faites une campagne de recrutement et vous allez pouvoir sourcer plusieurs candidats par rapport à une seule annonce. Voilà, c'est ce genre de réflexion qu'on mène et qui nous amène à comparer les dispositifs et ensuite, face à une réalité de recrutement, à enclencher différents dispositifs. Et nous avons mis en deuxième échelle la notion de coût, parce qu'il va y avoir une réalité de coût d'acquisition du candidat, soit en réaction à cette urgence, parce que quand je dois aller très vite, je vais demander de l'aide, mais je dois payer cette aide, soit encore une fois par rapport à une notion de qualification, parce que si j'ai un candidat qui est plus qualifié, plus rare, je vais sûrement avoir besoin d'une expertise pour aller le chercher. Encore une fois, si je reprends l'exemple du secteur IT, un cabinet de recrutement qui travaille ces profils-là toute l'année va avoir accès à plus de candidats que si moi, en tant que recruteur en interne, je me lance sur ce recrutement. On peut donc voir que ces différents dispositifs aussi vont pouvoir se déclencher avec certains qui auront l'avantage d'optimisation de coûts et d'une certaine réalité plutôt d'un travail internalisé et à long cours du recruteur, qu'il soit professionnel ou qu'il soit service RH en interne. Donc là, ça va être vos campagnes de recrutement, ça va être votre marque employeur, ça va être finalement votre vivier de candidats, votre site carrière, c'est tous les dispositifs que vous avez mis en place pour capter des candidats. Ensuite, sur la partie profil qualifié, vous allez être sur un mix entre votre expertise, parce que qui mieux que vous, en tant que recruteur, connaît les métiers, connaît la culture d'entreprise, et donc va pouvoir trouver le candidat adapté, avec de l'aide de prestataires, parce que sur certains profils très qualifiés, comme on l'a dit plus tôt, ils auront accès à des viviers de candidats que vous n'avez pas ou qui vous seraient longs à maîtriser, ou pareil, ils vont pouvoir vous aider avec des outils sur des profils plus qualifiés, des outils qu'ils maîtrisent, comme les tests d'évaluation, personnalité, l'angle psychologique, et là-dessus, effectivement, ils auront une expertise qui va apporter à votre démarche de recrutement. Ensuite, quand vous remontez encore sur le graphique, vous allez être dans cette notion de volume et d'urgence qui fait que, comme on l'a dit, tous les dispositifs sont bons à prendre, mais en particulier ceux qui vont être plus coûteux, mais qui vous permettent de répondre à ces deux impératifs-là, cette nécessité-là de recruter très très rapidement ou alors de recruter énormément de candidats par rapport à un volume habituel. Exemple, en ce moment, on se prépare en France et sur Paris en particulier, les Jeux Olympiques. Ça va demander de faire appel à des milliers de travailleurs, d'employés sur de l'événementiel, de la restauration, de l'encadrement, de la sécurité, sur une période très courte, finalement de
2-3 mois de la période, et plus avec la préparation, 4 à 6 mois. Donc, on a un peu d'anticipation. Donc, actuellement, on est plutôt sur des démarches de recrutement en CDI, de cadrage de prestataires qui vont s'engager à pouvoir envoyer des candidats sur du type de contrat type CDD ou intérim, mais avec des coûts qui seront cadrés, des profils qui seront qualifiés. Plus on va avancer de la date fatidique et du démarrage, plus on va aller sur des dispositifs qui seront un peu plus coûteux, comme jusqu'au bout de l'externalisation complète et de la sous-traitance, en faisant appel à des prestataires, mais qui permettront de venir combler les besoins. Très bien. Donc, on a vu ça pour les différents modes de recrutement qui existaient, mais dans le recrutement, il y a aussi la question du type de contrat qui est importante. Quels sont les critères pour choisir le contrat idéal? Alors justement, nous, on pense qu'il faut que ce ne soit plus un frein. Et on est sûr que justement, on voit que le digital permet un peu de débrider ce sujet-là. On l'a déjà abordé, une stratégie efficace, et on vient aussi de le voir sur la temporalité, le coût, les viviers de candidats, doit permettre à l'entreprise, aux recruteurs de s'appuyer sur tous les types de contrats, avec des avantages et des inconvénients pour certains. Avantage, vous externalisez, vous déchargez de la gestion administrative. Donc, quand vous êtes sur du contrat court, des missions courtes, vous avez énormément de contrats à renouveler, à faire signer. Vous pouvez vous dire qu'en vous adossant à un prestataire externe, vous lui laissez cette charge-là. Ou alors, vous vous outillez, vous prenez un outil digital RH qui vous permet, comme on va le proposer, mais comme d'autres le proposent, comme les SIRH en général peuvent l'intégrer, une brique permettant de faire des propositions de contrat, de la signature électronique, du coffre-fort, et vous allez pouvoir prendre à votre charge cette gestion-là en CDD. Donc ça, c'est une stratégie, c'est éventuellement, en fonction justement du meilleur canal d'acquisition, vous devez pouvoir switcher de l'un à l'autre en ayant effectivement, en connaissance de cause, des avantages et des inconvénients de chacune de ces modalités, mais vous ne devez plus vous en couper à partir de quand. Aujourd'hui, un autre chiffre, c'est que vous avez, on dit il y a des postes en tension, j'ai parlé d'informaticiens, vous avez 7 postes sur 10, vous avez 70% aujourd'hui des postes en France qui sont difficiles à pourvoir. Donc ça milite dans le sens qu'il ne faut pas se couper de canal d'acquisition, et la modalité de contrat va impliquer plus de gestion en interne ou alors de payer une prestation externalisée, mais de toutes les manières, vous devez pouvoir accéder à du CDI, du CDD, de l'intérim, du freelancing, de la régie, pour être sûr de ne pas rater votre activité. Le tout étant de le maîtriser et de savoir utiliser le dispositif de la manière la plus adéquate. Par exemple, pour être sûr de bien comprendre, est-ce que tu peux nous dire les différences entre CDD, intérim? La différence majeure entre un CDD et un intérim, c'est qu'en CDD, vous êtes l'employeur. Donc c'est pour ça que je parlais de lourdeur administrative et de responsabilité. C'est vous, en tant qu'entreprise, qui avez à charge de faire en sorte que le contrat soit conforme, soit bien payé. Vous portez le candidat en paye. Donc en termes de gestion, ce sont des coûts de gestion pour vous. Et encore une fois, si vous êtes équipé, que vous avez des outils informatiques, que vous avez des canaux d'acquisition, vous êtes en mesure de réaliser cette tâche-là. Si vous êtes moins bien équipé ou si ce sont des volumes très très importants, vous allez faire porter tout cet encadrement administratif par vos prestataires. Donc ce sont déjà le fait d'être l'employeur du candidat, ou alors de simplement faire appel à un candidat qui est employé par un prestataire et qui vient réaliser la tâche, va vous décharger d'une partie de gestion administrative et de responsabilité juridique. Bien que ensuite, vous aurez la responsabilité sur des notions comme l'égalité de traitement, le candidat est protégé, vous aurez toute la notion de sécurité qui doit être bien encadrée, vous gardez des responsabilités, mais vous vous déchargez malgré tout et vous ne portez pas dans votre masse salariale ou dans votre gestion du quotidien ces ressources-là. Et vous êtes encore plus déchargé
quand vous allez faire appel à de la prestation type ESN, ou même on parle de force de vente externalisée, où là vous achetez finalement des heures travaillées, mais en termes de la prestation comme de la sous-traitance, et vous n'avez pas du tout la notion d'emploi portée par votre structure. Merci Christophe. Donc, pour résumer un peu cette partie, on peut dire que le choix du contrat, ça va vraiment dépendre du métier qu'on cherche à recruter. Parce que je suppose que tous les contrats ne conviennent pas forcément à tous les métiers, enfin à tous les postes en tout cas. C'est ça, pour ce qu'on dit, parce qu'il y a des différences sectorielles, parce qu'il y a des usages d'activité par activité, on a ces pratiques qui sont différentes. En revanche, il y a quand même une tendance qui est générale et qui est à avoir en tête, et qui, encore une fois, nous amène à croire dans notre stratégie de Total Talent Acquisition, d'acquisition de candidats et de travail avec les candidats par tous les canaux et toutes les typologies de contrats, c'est que sur les 20 dernières années, vous avez 3 fois plus, vous avez la durée des périodes en entreprise qui s'est réduite de 2 tiers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur des contrats qui étaient signés auparavant sur une durée de 5 ans, ces mêmes contrats aujourd'hui ont plutôt une durée d'1 an et demi. Vous avez l'entrée dans la vie active, la prise d'un emploi stable dans la vie active qui s'est décalée de l'âge de 20 ans à l'âge de 29 ans. Vous avez clairement une tendance du marché autour de plus de flexibilité. Donc, effectivement, il y a cette stratégie qui est importante et l'entreprise doit maîtriser sa stratégie et ses canaux. Et il y a en même temps une tendance de fond où la ressource, où votre employé et futur employé recherche de la flexibilité. D'ailleurs, un autre point dans ce sens-là, c'est qu'il y a encore une vingtaine d'années, il était extrêmement rare qu'une entreprise accepte de reprendre un employé qui avait quitté l'entreprise, qui avait démissionné. C'était quasiment c'était une règle. Aujourd'hui, il est très très fréquent, voire même encouragé, c'est une pratique qui est vue positivement, d'être en capacité à reprendre un candidat qui a eu besoin d'aller se faire une expérience ailleurs et qui souhaite revenir, et que ce soit pour rester d'ailleurs dans l'entreprise dans laquelle il revient, ou que ce soit pour y refaire un temps. Donc, typiquement, il y a une adaptation, un changement des mentalités par rapport à ce besoin de flexibilité. Merci Christophe. Il reste un peu moins de 10 minutes, donc je vous propose de passer directement à la troisième partie sur les champs d'application et on prendra à la fin les questions si ça te va, Christophe. Mais très bien. Surtout qu'effectivement, on est toujours dans la suite logique. Voilà, c'est ça. Parce qu'on a vu du coup les différents canaux de recrutement, les différents types de contrats. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour recruter à moindre coût finalement? Alors, comment on fait on l'a en bonne partie dit. Donc, vous voyez sur les deux premières vignettes, sollicitation de tout type de contrat et automatisation. Donc, sollicitation de tout type de contrat, on en a parlé dans la première étape du webinaire. L'automatisation, ça, c'est la promesse du digital. J'ai un peu parlé des outils. Alors, effectivement, soit on externalise et ça a un coût, soit on est capable, par rapport aux nouvelles technologies, de faire réaliser une partie de ces tâches-là par l'informatique, ou alors, voire même que les tâches qui effectivement a été réalisé avec beaucoup de temps, que ce soit de l'analyse de CV, puisse être automatisé avec, on va parler de technologies comme de matching, de scoring, mais vous pouvez, en faisant passer les CV par une analyse algorithmique, avoir tout de suite des propositions de faites passer des entretiens à ces candidats en premier, et puis ensuite donc, vous êtes orienté, vous vous concentrez sur la partie à valeur ajoutée. De la même manière, vous allez pouvoir demander, si vous testez un niveau de langue, l'anglais parce que c'est important sur votre poste, vous allez pouvoir juste faire passer un entretien vidéo qui va vous faire un premier tri sur ces candidats-là. Donc vous allez pouvoir comme ça automatiser certaines tâches pour que les équipes recrutement se concentrent sur là où il y a le plus de valeur ajoutée. Et de la même manière, quand vous vous adossez à la technologie, vous allez pouvoir suivre la donnée. C'est effectivement, est-ce que quand je fais passer un entretien à des candidats que j'ai déjà sélectionnés sur le niveau de la langue, j'ai un meilleur taux de réussite au final et mon recrutement a mieux fonctionné, ou alors est-ce qu'à contrario, je me suis coupé de tellement de candidats que je n'arrive pas à pourvoir mes postes. Est-ce que quand je recrute via tel job board ou via telle publication, est-ce que j'ai plus de candidats que quand je recrute via un autre job board?
Est-ce que finalement, je mets dans mon annonce Bac plus 4, Bac plus 5, ou est-ce que je laisse cette notion-là ouverte? Vous allez pouvoir comme ça faire des tests, et on va jusqu'aujourd'hui, il y a sur le marché la notion de programmatique, comme on avait vu en marketing, ou de régime publicitaire, qui est de dire, en fonction de ce que je recherche comme candidat par rapport au coût qui est proposé par le job board et par rapport à l'efficacité qui est constatée de ce job board, j'envoie mes annonces sur tel ou tel site. Donc c'est cette notion d'automatiser, mais de pouvoir aussi calculer, piloter l'efficacité de tous les processus mis en place. Très bien. Et du coup, pour arbitrer la stratégie de recrutement, tu parlais un petit peu de digitalisation, de l'utilisation des outils digitaux. Jusqu'où on va aujourd'hui. Ouais. Jusqu'où on va aujourd'hui. Alors, comme je l'ai dit, on peut aller effectivement très très loin, ça bouge très très vite, la sphère de start-up RH, mais comme les grands groupes, les Oracle, SAP ont mis en place des solutions, des suites HCM, des SIRH extrêmement puissants, donc aussi bien sur les gros acteurs du monde de l'édition informatique que l'innovation pure, c'est extrêmement dynamique. Et on retrouve là-dedans une tendance intéressante et importante sur les dernières années. Historiquement, les solutions pouvaient se parler. Il y avait des gros travaux, mise en place d'interfaces. Il fallait investir pour faire communiquer les solutions ensemble. Plus on avance, plus l'interopérabilité vient proposer des solutions aux clients. C'est-à-dire que pour certains aspects, je travaille avec Pixid parce que dans ce domaine-là, ce sont les meilleurs. Et à côté de ça, j'ai mon outil SIRH pour faire la paie, j'ai mon outil pour la formation. Et ces solutions-là vont communiquer entre elles. Donc, nous, aujourd'hui, on ne cherche pas à savoir tout faire, on se concentre sur ce qu'on fait mieux, et nous avons des partenaires sur la gestion des temps, sur du contrôle de pièces d'identité, qui vont venir se greffer à nous, voire même qui vont nous inviter à se greffer à leur écosystème, et nous allons développer des interfaces par API, par des protocoles qui sont beaucoup plus simples à mettre en place, qui sont aussi certifiés par les auditeurs de solutions, pour que l'entreprise qui vient faire appel à nous n'ait pas besoin à s'encombrer de développement technologique. Donc cette tendance effectivement d'écosystème SIRH, de marketplace, d'interopérabilité est importante et permet aux entreprises de s'équiper des meilleures solutions sans avoir d'investissement IT pur trop lourd. Donc finalement, tous ces outils-là, RH, que la fonction RH utilise, ils peuvent être complémentaires. Ils s'associent effectivement de plus en plus facilement et permet à chaque outil effectivement après différentes stratégies d'entreprise, mais de se spécialiser et de proposer un service le plus fin sur sa spécialité, tout en s'intégrant sur d'autres aspects que cette idée-là ne couvre pas parce que ce n'est pas son métier historique. Est-ce que tu aurais des exemples, des cas clients par exemple à nous partager sur ces sujets-là? En termes d'interopérabilité, effectivement, nous, on a historiquement, on travaille avec un gros acteur français du service, un sujet de recyclage et valorisation, qui fait appel à plus de 2000 équivalents temps plein en intérim, avec un nombre de factures qui est inimaginable, c'est plus de des dizaines de milliers de factures par rapport à toutes ces missions-là, qui étaient des missions très courtes, qui gère, c'est un grand groupe avec des contrats, qui gère toute sa comptabilité dans SAP. Ils ont mis en place un jour Pixid, automatiser la gestion des montants facturés, aussi bien sûr des contrats RH en amont, mais derrière la facturation, le renvoi vers SAP, et ont économisé des dizaines d'emplois en contrôle de facturation et en archivage. Les ROI sur la mise en place d'une solution de gestion du recours à l'intérim en France pour un acteur qui prend la suite complète, elle est d'environ 2%, 2 à 3% de sa dépense. On a beaucoup de productivité administrative, on va avoir des gains de temps en automatisant les fonctionnements, et il est à peu près 2-3%. La mise en place d'un ATS pour recrutement en direct, c'est aussi, on parle d'un recrutement à peu près de 1% de la masse salariale recrutée par rapport à l'externalisation. Encore une fois, comme on l'a vu, ce n'est pas nécessairement que le coût pur qui est l'arbitrage à aller voir, c'est surtout de l'efficacité qui nous intéresse.
Merci. Je vous propose de prendre, il reste vraiment pas beaucoup de temps, donc on peut peut-être prendre une question. Alors, on a plusieurs questions. On a une question de Jocelyne qui nous demande, par exemple, avec le recrutement dans l'urgence, le onboarding n'est-il pas antinomique avec le CDD? Alors, il est plus compliqué, effectivement, et c'est là que la promesse du digital vient vous aider. Encore une fois, si vous avez accès à un coffre-fort électronique, si vous avez propulsé votre contrat en digital, si vous avez pu rapidement personnaliser ce contrat avec les clauses, récupérer les pièces jointes, alors onboarding, au moins l'onboarding sur la partie légale administrative, après sur les aspects plus d'intégration, ça dépend de la durée de votre CDD et de votre processus interne. Même sur des postes aujourd'hui extrêmement on va dire, peu qualifiés, volumiques, comme en logistique, on a certains prestataires qui consacrent les 2 premières, certaines entreprises qui, avec leurs prestataires, mettent en place malgré tout 2 jours d'intégration, de formation au métier et tutorat. Il y a des bonnes pratiques, même sur ce type de poste à voir. Vous avez pour l'aspect réglementaire légal le digital qui vous aidera, et ensuite, après, c'est le processus interne pour faire en sorte que l'intégration se passe le mieux. Merci Christophe. Il est 11h46. Je suis désolée qu'on n'ait pas pu répondre à toutes les questions, mais ce n'est que partie remise. Merci beaucoup. Merci à toi, Christophe, d'avoir été présent avec nous aujourd'hui pour partager ton expertise. Merci Manon. J'ai 2 petites questions avant qu'on se quitte, qui sont toujours les mêmes d'ailleurs à la fin du webinaire Parlons RH. Ton coup de com' et ton coup de cœur. Est-ce qu'on peut commencer peut-être par le coup de com'? Alors, pour le coup de com', peut-être tout simplement, vous savez que vous pouvez retrouver sur notre site internet pixit.fr différents livres blancs, dont un livre blanc sur comment optimiser ses coûts de recrutement, qui est un peu la base de notre discussion d'aujourd'hui. Ensuite, en coup de cœur, on m'a demandé effectivement s'il y a un coup de cœur à passer. Après, en toute honnêteté, les podcasts de Parlons RH, d'autres podcasts RH, mais un peu de la même manière qu'on a pu voir l'écosystème Startup RH est très dynamique ces dernières années, un peu sont arrivés, un peu une nouveauté, et ça a été aussi assez dynamique, le podcast RH, qui permet dans des périodes de télétravail ou parfois de se mettre effectivement en fond sonore pendant qu'on travaille un sujet qu'on a envie d'approfondir. Donc, je dirais votre travail sur la plage cet été. On va voir, j'y avais pas pensé. Je vais mettre en famille, effectivement, on va voir l'ambiance que ça peut mettre. Je pense que ça peut bien passer. Mais Manon, effectivement, avec, moi, je vais le faire. Avec votre dynamisme, je suis sûr que vous pouvez égayer les soirées d'été. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous tous d'avoir été présents, pour votre participation. Pour ma part, je vous donne rendez-vous en septembre, le 7 septembre, pour le 80e webinaire Parlons RH. J'aurai le plaisir de recevoir Myriam Etier, qui est Product Manager, Marketing Manager chez Cegid, pour parler de l'automatisation de vos outils RH au service de la performance. En attendant, je vous souhaite à tous un très bel été et à bientôt. Merci, et merci encore, Christophe. Merci à tous, à bientôt. Merci Manon.